Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques chapitres du premier livre que j'ai écrit qui s'appelle Masculinisme. D'accord? Alors, une femme est-elle légitime pour parler masculinisme? Moi, suis-je légitime pour me le permettre? Oui, et ça me fait rire. De la même façon qu'il existe des hommes féministes, je ne vois pas pour quelle raison certaines femmes ne seraient pas masculinistes. Pour peu que ce masculinisme soit recevable, mais ça, c'est une autre paire de manches. En ce qui concerne ma légitimité, je dirais que, considérant le fait que depuis environ 10 ans, je suis coachée par un homme, je me considère de ce fait parfaitement légitime pour parler masculinisme. De toute façon, n'importe qui a parfaitement le droit d'aborder n'importe quel sujet, et je ne vois pas en quoi ça poserait problème. Car contrairement à une idée reçue, et si effectivement on est plus crédible pour débattre d'un sujet si on est concerné au premier chef, pour l'avoir vécu, ça ne signifie pas nécessairement que ne pas compter ce fait comme faisant partie de sa propre expérience et pour conséquence qu'on soit inapte à en débattre. Car enfin, qu'est-ce qui, au sein du masculinisme, séduit tant d'hommes qui sont généralement séparés ou divorcés? Je vous informe d'autre part qu'il y a quelques jours, il y a un certain Emmanuel Todd qui a écrit un livre dont j'ai oublié le nom. Et pourtant c'est un philosophe, c'est un sociologue pour être plus précise, que j'avais déjà noté, ou qui tenait des propos sur d'autres sujets que j'avais trouvé tout à fait pertinents. Mais alors là, il parle de féminisme. Il est complètement à la ramasse. Hein. Vraiment. Enfin bref, c'est pas grave. Donc à partir du moment où lui se permet de juger le féminisme, je vois pas pourquoi moi je me priverais de juger le masculinisme. Voilà. Bon, alors ensuite on va continuer. Pourquoi se sent-il blessé? Pourquoi un homme qui est séparé ou divorcé se sent blessé? Pourquoi souffre-t-il éventuellement? Ah oui, je sais, dans les milieux machos, ça fait désordre de pleurnicher, pensez donc. Il est clair que, partant de ce principe, ils ne sont pas prêts d'atteindre la surface pour respirer l'air du grand large, ou plus précisément l'air de la mer. Mer, c'est-à-dire celui du bon sens. Et oui, un homme, ça souffre tout autant qu'une femme. Ça devrait aussi s'autoriser à pleurer, et surtout à être assez sage pour ne pas garder ça pour lui seul, position des pires dérives comportementales, comme les addictions ou la violence verbale, puis physique, et selon un ordre généralement établi, quelquefois jusqu'au féminicide. Car oui, c'est toujours dans cet ordre que nous, le plus souvent, les femmes, nous en tâtons. Ils se tournent vers les masculinistes. Mais en quoi ces hommes sont-ils capables de répondre à cette question absolument fondamentale? Pourquoi souffrent-ils, une fois séparés ou divorcés? En dehors du cas classique qui veut que sur 10 magistrats, travailleurs sociaux, juges aux affaires familiales, juges pour enfants, plus de femmes que d'hommes postulent à ces postes et donc, ayant aussi la tête dans le guidon, ils auraient tendance à privilégier de façon moindre, avec le temps, la mère donnant davantage la garde aux mamans qu'aux papas. Alors je précise que sur ce point, c'est un sentiment que j'étais absolument persuadée de ça, mais quand même j'ai pris mes précautions, c'est-à-dire que je suis allée me renseigner et j'ai demandé à mon avocat en fait, si mes souvenirs sont bons, il me semble que je lui avais envoyé un mail et tout, et en fait on m'a complètement conforté là-dessus. C'est-à-dire que dès l'instant qu'il s'agit autour de toutes les professions qui concernent le social, il y a environ 90% de femmes pour 10% d'hommes. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est de cet ordre-là. Alors évidemment, après, il ne faut pas s'étonner qu'effectivement, quelquefois, les hommes ne sont pas à la noce, comme on dit, c'est le cas de le dire. Voilà. Réclamation que je peux comprendre, mais ma question demeure. En quoi, en dehors de ce contexte, ces hommes sont-ils capables de répondre à cette question? Pourquoi un homme séparé ou divorcé souffre-t-il? Et pourquoi souffre-t-il dans une telle proportion? Et là, on peut observer que la notion de nuance n'existe absolument pas, et que les raisons profondes qui justifient que cet homme reste blessé ne peuvent se trouver que dans une formule toute faite, ou une doctrine, pas davantage d'ailleurs qu'une femme qui souffre ne peut trouver les réponses existentielles uniquement et strictement dans le féminisme. Quelles seraient ces raisons? Le plus souvent, ce serait la répétition d'un schéma familial toxique que cet homme aurait reproduit de façon plus inconsciente qu'il ne le soupçonne. Mais aller parler psychologie avec un masculiniste, c'est un peu comme observer une girafe devant une fourchette.
Bilan d'histoire passée. J'ai travaillé sur ce sujet depuis plusieurs années. Et le temps déroulant ces faits divers, observant, je réalise à quel point j'avais vu juste. Les histoires de couple, qu'elles soient virtuelles, réelles, vécues, quelle que soit leur nature, sont des sources inépuisables d'inspiration, comme l'est de façon incroyable la notion de famille, dans tout ce qu'elle comporte, notamment dans son évolution, pour le pire et pour le meilleur. Il n'est pas impossible que certains observateurs, au-delà d'une volonté de pleurnicher bêtement sur les vertus du mariage ou du fantasme de l'amour parfait, soient tentés de voir dans tant de séparations et tant de divorces, avec du recul, une occasion de mépriser l'individu, comme étant incapable de s'adapter à un autre que soi. Ah, quelle bande d'égoïstes! Un peu comme s'ils voulaient clouer au pilori l'épanouissement individuel, et lâchons le mot, ce que l'on nomme le développement personnel. Alors que la solitude est un fléau quand elle n'est pas choisie, il semble ainsi bien commode de culpabiliser ceux qui la subissent, ce qui équivaut, à mes yeux, à une véritable stigmatisation, largement sous-estimée par les observateurs et pourtant bien réelle. Discourir sur ce sujet, dans le cadre du masculinisme, peut sembler étrange. Et pourtant, la norme, chez beaucoup, c'est d'être en couple. Alors, si vous ne l'êtes pas, ça fait désordre. Si vous êtes seul, ou seul, et que vous ne vous privez pas pour laisser filer que ça vous dérange, ça passe encore. Mais si vous êtes seul et que vous en revendiquez les côtés plus que positifs, garez-vous. Seul et gémissant, on vous tolère, parmi ceux qui sont en couple. Mais si vous vous obstinez à ne pas geindre ou culpabiliser, vous êtes le diable en personne. Et oui, pensez donc, une personne qui n'est pas en couple, c'est un danger potentiel. Certes, on ne vous le dit pas en face, hein, mais on n'en pense pas moins. Et s'il me semble cohérent ou logique d'aborder ce point, c'est parce que le masculinisme, justement, se montre incapable d'observer la femme sous un angle qui serait autre que son complément. Je crois pas mal pourtant à cette complémentarité sur le plan individuel ou dans le couple. Mais elle n'est pas, à mes yeux, digne d'être élevée au rang sociétal, parce que dans cette hypothèse, on retourne alors à des poncifs aussi stupides que caricaturaux, et franchement, ni l'un ni l'autre ne me satisfont. Si l'on observe les chiffres sur les violences conjugales, dont certaines vont jusqu'au féminicide, ou les ruptures et les divorces, on observe alors que dans la majorité des cas, ce sont les femmes qui sont demandeuses du départ et donc qui se projettent sans leur compagnon ou leur mari, alors que lui reste dans ce schéma stéréotypé, absolument incapable d'envisager sa vie autrement qu'en ayant une femme à ses côtés. En d'autres termes, je sais de quoi je parle, quand une femme est malheureuse et qu'elle est profondément insatisfaite de son couple, elle est assez exigeante pour désirer rompre, là où l'homme se contente le plus souvent, sans qu'il ait le moindre scrupule, d'un couple médiocre. Je crois que la femme est plus exigeante que l'homme en matière de couple. Je ne suis pas en train de prétendre que ce soit la règle, mais c'est largement observable. Une donne d'ailleurs amusante à observer réside dans le fait que dans le cabinet d'un psy, le pourcentage de femmes est plus élevé, ce qui, pour le coup, me rend fière d'être des leurs. Et oui, parce que décider d'aller voir un psy, c'est la preuve absolument irréfutable qu'on est prête à chercher